Ils sont la première ligne de défense contre le terrorisme, la mafia et les tueurs en série. Ces super flics américains sont entraînés à utiliser la force et le dernier cri en matière de sciences médico-légales. On n'est pas sûr de la provenance de l'argent. Il a communiqué avec des détenus à Détroit et à Richmond. Voici les agents spéciaux du FBI. Avec 4 mises en examen, il est cuit. Ils arrêtent les fugitifs, FBI! À terre! Tout le monde à terre! protègent le pays des attentats Depuis quand êtes-vous à bord? J'y suis depuis 15 jours. et risquent leur vie chaque jour. Il a des armes à feu. Bienvenue dans le monde dangereux d'un agent spécial du FBI. En Virginie, juste avant l'aube, des membres du bureau du FBI de Norfolk se rassemblent sur le parking d'une école. Ils participent à un programme de lutte contre les crimes avec violence et la criminalité baptisé Squad 10. C'est la photo de Gladstone Duncan, l'individu qu'on va arrêter. Il fait 1m73 et 86 kg et il est noir. Bill Godfrey, agent spécial depuis 23 ans, dirige l'opération. Il me faut 2 personnes pour les 2 coins arrière de la maison. Mac, tu prends le gauche. Il me faut quelqu'un pour le droit. C'est une clôture en fil de fer, pas très haute et facile à franchir. D'accord. Laisse-leur le temps de passer jusque derrière avant d'aller frapper à la porte d'entrée. Les images que vous allez voir sont exceptionnelles. Pour la première fois, le FBI a autorisé National Geographic à filmer le quotidien des agents de terrain. Cette arrestation fait partie d'un coup de filet réalisé sur la côte Est contre ce que le FBI pense être un vaste réseau de trafiquants de cocaïne qui opérerait en Virginie et à Miami. Cette opération est le couronnement de près de 10 ans de travail intensif. C'est la dernière phase d'une affaire qui dure depuis longtemps. Ça ne doit jamais devenir de la routine, sinon c'est là que ça peut mal tourner. Vous pouvez vous faire tuer n'importe quand. Disquette au Toki, merci. Les arrestations ont souvent lieu tôt le matin. C'est mieux de bonne heure, car les gens dorment et en général, ils résistent moins. C'est ce qu'on espère. On va préparer les voitures, le gars en uniforme sera derrière. Tout le monde est derrière? Ouais. 1, 2, 3, 4. En piste. Ouais, c'est ici. Le gars qui surveille le périmètre est en position? Bien. Tout est prêt? La télé est allumée. C'est l'heure. Personne ne sait vraiment ce qui va se passer. Ouvrez! FBI, ouvrez! Il y a quelqu'un. Ouvrez! FBI, ouvrez! Quelqu'un ouvre. Ouvrez la porte! Monsieur Gladstone? Sortez de la maison et montrez vos mains. Entrez les gars. Ce matin, ça a été idéal, mais ce n'est pas toujours le cas. Souvent, c'est un tiers qui ouvre la porte, quelqu'un qu'on n'attendait pas. Et on doit entrer pour trouver l'individu recherché. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz ou ferez pourra être retenu contre vous. Vous avez le droit d'être assisté par un avocat. Bill Godfrey sait que toute arrestation peut se solder par une tragédie. Le 11 avril 1986 restera comme un des jours les plus sanglants dans l'histoire du FBI. À Miami, l'agent spécial Benjamin Grogan, 25 ans d'ancienneté, et son partenaire Jerry Dove bloquent une voiture à bord de laquelle se trouvent 2 braqueurs de banque. Une fusillade s'engage. Plus de 100 cartouches sont tirées. Au final, les braqueurs sont morts, mais Grogan et Dove également, et 5 autres agents spéciaux sont blessés. Aucun des agents abattus ne portait de gilet pare-balles. Peu de temps après, un nouveau règlement intérieur rend leur utilisation obligatoire. Stephanie Shark, qui n'est agent spécial que depuis 3 mois, doit s'habituer à la dangerosité de son travail.
Ce n'est pas le genre de boulot auquel pensent les petites filles. Il faut porter une arme, défoncer des portes et menotter des gens qui sont généralement beaucoup plus costauds. La plupart de mes collègues féminines ont du cran. Elles ont un feu intérieur qui les pousse à avancer. Après plus de 20 ans de service en tant qu'agent spécial, Bill Godfrey rêve toujours de traduire les méchants en justice. Il a commencé comme simple flic. Au bout de 5 ans, je suis passé inspecteur et j'ai eu envie de travailler sur des enquêtes de plus grande envergure. Je suis donc entré au FBI pour jouer dans la cour des grands. L'agent spécial Steve Vino est entré au FBI il y a 3 ans, après avoir servi dans l'armée. Ce qui m'a attiré au FBI, c'est qu'il y avait la possibilité d'être vraiment utile. Tout droit. Il y avait aussi l'esprit d'équipe du FBI. Ça m'a énormément attiré. Shark, Godfrey et Vino appartiennent à un des plus prestigieux organismes fédéraux chargés de faire respecter la loi. Ces 12 000 agents spéciaux sont répartis dans 56 bureaux. Ceux de Norfolk, qui couvrent une population d'1 700 000 personnes, font comparaître en justice certains des criminels les plus notoires. En 1950, le FBI invente la liste des 10 personnes les plus recherchées pour faire appel au public dans la traque des fugitifs. C'est un succès. 94% des gens figurant sur cette liste ont été arrêtés. Comme Ramzi Youssef, le cerveau de l'attentat du World Trade Center en 1993. Eric Rudolph, le terroriste des Jeux Olympiques d'Atlanta. L'assassin de Martin Luther King, James Earl Ray. Ou le tueur en série Ted Bundy. Bonjour. Aujourd'hui, Bill Godfrey entame une nouvelle traque. Il vient de se voir confier une affaire difficile. Aider les policiers de Chesapeake à interpeller un dangereux fugitif, Dante Jemal Parker, un gros dealer de crack. Il a été condamné pour production, vente et distribution de drogue, mais également association de malfaiteurs et contrefaçon. Il se cache, mais les policiers pensent qu'il continue de dealer. De plus, il est armé et dangereux. Il a été accusé d'avoir eu une arme à feu en plus de la drogue. C'est un élément qu'il ne faut surtout pas oublier. Connu sous le surnom de Big D, il est sous le coup d'un mandat d'arrêt. Sa première arrestation ne s'est pas bien passée. Il a fallu faire appel aux unités du SWAT, l'équivalent du GIGN. À la dernière arrestation, il a essayé de s'enfuir à bord d'un véhicule, puis à pied. Et il a essayé de détruire les preuves. On a stoppé le véhicule avec le SWAT, on l'a poursuivi et il a essayé de s'enfuir en courant. Big D a des armes. Reste à savoir s'il en fera usage au moment de son arrestation. L'arrestation était chaude. Il avait un pistolet. Il est armé? Oui. On l'a coursé 3 fois. C'est important qu'on le sache d'entrée de jeu. Après sa dernière arrestation, Big D a payé sa caution, mais il ne s'est jamais présenté à l'audience. Bien qu'en cavale, il trafiquerait désormais sur une plus grande échelle et les policiers de Chesapeake veulent le mettre derrière les barreaux une bonne fois pour toutes. Avec l'intervention du FBI, Big D est dès lors passible d'inculpation au niveau fédéral, donc de peines plus lourdes sans possibilité de liberté conditionnelle. Par conséquent, il y a de fortes chances qu'il tente de résister à une nouvelle arrestation. Aussi, Bill Godfrey doit soigneusement planifier son opération. Mais encore faut-il débusquer Big D. L'agent spécial doit rencontrer un de ses informateurs les plus fiables qui a déjà permis de mettre 11 personnes derrière les barreaux. Godfrey et Vino pensent qu'il détient peut-être des renseignements sur l'affaire Big D. Ça va? Il faut qu'on discute. Où? Apparemment, il n'y a personne dans ces voitures. J'appelle mes informateurs pour leur demander c'est quoi la rumeur. La plupart ne veulent pas qu'on révèle leur identité, compte tenu de l'environnement dans lequel ils vivent. À l'évidence, ils pourraient subir des représailles.
Faire appel à un informateur est une démarche beaucoup plus rapide que n'importe quelle technique, comme éplucher les fichiers téléphoniques ou faire des planques. Avoir une source interne, c'est vraiment un plus. Ça va? Tu vas bien? La voix et le visage de l'informateur ont été déformés pour le protéger. Tu as un numéro de téléphone? Tu nous le donnes? Content de t'avoir vu. Grâce à son indicateur, Bill Godfrey va se renseigner sur les ventes de Big D, mais également sur la marque de sa voiture et son numéro de téléphone. Ensuite, il faudra le trouver et l'arrêter, ce que l'agent spécial devra faire sans mettre la vie de qui que ce soit en danger. Le FBI défend les États-Unis en temps de paix comme en temps de guerre, mais depuis les attentats du 11 septembre 2001, la lutte contre le terrorisme est devenue la priorité numéro 1. Pour l'agent spécial George Gabriel, cette mission consiste à s'assurer que les ports les plus importants du pays sont à l'abri d'une attaque. Il est le chef du programme maritime du groupe antiterroriste du bureau de Norfolk, surnommé Squad 6. Là où certains ne voient qu'un paysage urbain tranquille, lui cherche les signes avant-coureurs d'un problème. C'est un port immense avec beaucoup d'infrastructures sensibles et de ressources naturelles, donc en clair des cibles intéressantes pour des terroristes. On doit surveiller ce qui se passe et être soupçonneux. Tous ces bateaux ont une bonne raison d'être là et il est facile pour quelqu'un de mal intentionné de se fondre au milieu. À nous de le repérer. L'agent spécial Gabriel sait qu'il y a 2 cibles de choix dans la région de Norfolk. Les installations d'un des ports les plus actifs de la région et la plus grande base navale du monde qui abrite le quartier général de la flotte atlantique de la marine américaine. Les terroristes se sont déjà intéressés à cette zone. 2 des pirates de l'air du 11 septembre, Marwan al-Shehi et le cerveau des attentats, Mohamed Atta, se sont rendus au moins 2 fois dans les environs de Norfolk entre la fin de l'an 2000 et le printemps 2001. On ignore pourquoi, mais on sait qu'Al-Qaïda s'intéresse à des objectifs militaires. Peut-être ces 2 hommes sont-ils venus repérer des cibles pour les attentats du 11 septembre. L'agent spécial Gabriel et son équipe savent ce qui arrivera s'ils ne se montrent pas vigilants. Des terroristes ont déjà pris pour cible un navire basé à Norfolk. Au matin du 12 octobre 2000, le USS Cole est ancré dans le port d'Aden au Yémen. 2 hommes, à bord d'une petite embarcation, se lancent dans une attaque kamikaze. L'explosion de leur bombe perce une grande brèche dans la coque extérieure du navire, tuant 17 marins et faisant 39 blessés. Quelques jours plus tard, une équipe d'agents spéciaux est dépêchée sur les lieux avec à sa tête un spécialiste du contre-terrorisme. Menée sous l'égide des autorités yéménites, l'enquête du FBI conduit à l'arrestation de suspects liés à Oussama Ben Laden et à Al-Qaïda. Oui, c'est bien d'arrêter les méchants et de les punir, mais il faut voir plus loin et s'assurer que plus personne ne périra de cette façon, que plus aucun bateau ne sera attaqué de cette manière. On doit tout faire pour l'empêcher. George Gabriel et son équipe savent qu'on peut poser une bombe presque n'importe où dans un des milliers de conteneurs qui transitent par le port. Il est impossible de tous les fouiller, mais pour en vérifier un maximum, le FBI collabore avec le service des douanes qui dispose de 7 armes. Il s'agit d'un appareil d'imagerie appelé VAKIS qui émet des rayons gamma pour voir à travers le métal. On procède à une inspection non invasive de conteneurs qui ont été sélectionnés en fonction de leur cargaison ou de leur provenance. Grâce à une pastille de matière radioactive qui émet des rayons gamma capables de traverser facilement les parois métalliques, le VAKIS donne une image de l'intérieur de chaque conteneur. On compare l'image obtenue au manifeste, à ce qu'il y a théoriquement dans le conteneur. Et s'ils découvrent une menace, les agents alertent immédiatement les ports de tout le pays. Si des produits de contrebande se trouvent dedans, on doit découvrir comment ils sont arrivés là, à quel endroit ils sont montés
Et quel est le maillon faible de la chaîne? Car si des trafiquants ont réussi à y placer de la drogue, des terroristes peuvent employer la même méthode pour passer d'autres produits en fraude. Et c'est ça qui nous inquiète. Pour lutter contre le terrorisme, George Gabriel rencontre régulièrement le groupe antiterroriste Interservices, qui rassemble des personnels du FBI, des douanes, de l'immigration, des gardes-côtes et de la marine s'occupant de la sécurité portuaire. Ce jour-là, auprès d'un collègue des douanes, Gabriel entend parler d'un membre d'équipage d'un porte-conteneur qui vient de se mettre à quai. Et cet homme a disparu. On a un rôle d'équipage ou pas encore? On l'a. Je l'ai remis à Chris et à Matt. Il me faut ces noms pour les passer dans l'ordinateur. Un homme a embarqué à New York. Il n'arrête pas d'aller et venir à l'étranger. George Gabriel doit découvrir si le membre d'équipage disparu représente une menace. Pour ce faire, il faut passer le port au peigne fin. À l'inverse des porte-conteneurs classiques où il faut monter et descendre par la passerelle. On peut passer par derrière. Et même en voiture. Un autre membre du groupe antiterroriste, Colby Helms, accompagne George Gabriel. On voudrait monter à bord, discuter avec le capitaine, fouiller le navire. Il s'assure de toujours questionner tous les membres d'équipage, du capitaine au mousse, pour découvrir ce qu'ils savent. Depuis quand êtes-vous à bord? J'y suis depuis 15 jours. 15 jours. Pendant ce temps, Colby Helms vérifie les passeports de l'équipage. Je cherche un individu précis qui était à bord à un moment précis. Et ses papiers vont me dire quand il a embarqué. Prêt? Oui. On commence par le haut? Oui, en partant de la passerelle. Ça marche. Avez-vous été briefé par le précédent capitaine? Oh oui. George Gabriel préfère interroger les marins séparément des officiers. En effet, l'expérience montre qu'ils savent parfois des choses qu'ils ont peur de révéler à leurs supérieurs. Quand on s'adresse aux officiers, aux pachas, ils s'arrangent pour nous dire ce que dit le règlement, pour suivre, entre guillemets, la ligne du parti. Donc on prend quelques hommes d'équipage entre quatre yeux pour s'assurer que ce qui s'est passé correspond effectivement, à peu près à la ligne du parti. Vous n'avez vu personne sauter par-dessus bord? Pas de clandestins? Les agents du FBI ne traversent pas les immeubles en courant et en défonçant des portes et ils ne résolvent pas des affaires du soir au matin. Notre boulot nécessite beaucoup de temps, de préparation et de vérification. Le quotidien d'un agent du FBI n'a rien de glamour. C'est grâce à un travail laborieux qu'on boucle des affaires. Les renseignements fournis par l'équipage semblent collés. Rien à signaler. Et l'interrogatoire du capitaine? On l'a interrogé, on a isolé tous les autres, on a discuté avec celui qui était à bord à Baltimore, rien. Bon, ça colle avec ce que nous a dit l'autre. Oui. Mais pour le groupe antiterroriste, les recherches continuent. Rester agent spécial du FBI durant près de 30 ans exige de faire quelques sacrifices personnels. Matt, t'es là? Ça va pas? La famille a toujours été l'aspect le plus important de ma vie, mais je suis très dévoué à mon travail. J'ai toujours cru en ce que je faisais. Et équilibrer les deux est très difficile. Voilà, c'est plus simple. Les 10 premières années ont été dures, car il n'était jamais à la maison. Et je devais tout faire moi-même. Sur toutes les cassettes, on entend « Où est papa ? Il travaille !» Et les enfants répondaient comme d'habitude. La plus grosse affaire de l'agent spécial Gabriel l'a confronté à la pègre en la personne d'un des parrains new-yorkais les plus tristement célèbres, John Gotti. Réputé pour son extravagance et son franc-parler, le Teflon Don, comme on le surnommait, a été acquitté lors de 3 procès surmédiatisés. Apparemment, personne ne pouvait le mettre derrière les barreaux. Mais la brigade de lutte contre le crime organisé a placé le parrain sous surveillance électronique, installant des micros dans un appartement quelques étages au-dessus du club de Gotti, où ce dernier pensait être tranquille. On a observé un endroit où il tenait certains de ses rendez-vous les plus importants et les plus secrets pour discuter des actes les plus meurtriers de sa famille. La fusillade était dans les journaux. Je n'y étais pas, mais ça a dû donner.
C'est grâce à cette surveillance qu'on a pu le mettre en prison. On a enregistré des conversations qui étaient de la dynamite. Le parrain des parrains y expliquait les règles de Cosa Nostra, pourquoi certains se faisaient descendre, il parlait de leurs assassinats. Dis à ce crétin que moi, John Gotti, je vais lui arracher la tête. Lui, c'est personne. Le coup de grâce, c'est quand on a réussi à retourner un de ses hommes de confiance, son adjoint, Sammy Gravano. Le témoignage de Gravano et les bandes enregistrées valent à Gotti une condamnation à perpétuité sans possibilité de conditionnel. On voit ici l'agent spécial Gabriel escorter le parrain en prison. Ça a accaparé 5 ans de ma vie. La cible était connue sur la scène internationale, le défi presque impossible à relever. Je suis fier des efforts que j'y ai consacrés, mais ça montre surtout que le FBI peut atteindre tout le monde et que ses agents sont sacrément bons. En 100 ans d'histoire, le FBI s'est attaqué aux mafieux comme John Gotti, aux braqueurs de banque et aux criminels en col blanc. Mais depuis le 11 septembre, tout a changé. Sa mission première consiste désormais à protéger le peuple américain contre d'éventuels attentats. Je suis entré au FBI à cause du 11 septembre. À 9 h du matin, ma femme m'a appelé pendant que j'allais au bureau. Un avion avait percuté une des tours du World Trade Center. Et 2 ou 3 jours plus tard, j'ai envoyé ma candidature. Aujourd'hui, l'agent spécial Helms travaille sur une affaire qui est peut-être liée à un réseau terroriste. Au départ, elle ressemble à une enquête de routine. Grâce à un tuyau, Helms a appris que ce débit de tabac blanchirait peut-être de l'argent. En un an, son propriétaire a déposé en banque 1 400 000 $, bien plus que ce que son commerce peut lui rapporter. Et il semble qu'il ait tenté de dissimuler ses fonds aux yeux du gouvernement en multipliant les dépôts de moins de 10 000 $. Cet homme ayant travaillé pour le fisc américain pendant une quinzaine d'années, il connaît la loi et les moyens de la contourner. Si vous déposez plus de 10 000 $, il faut le signaler. Ceux qui ne le font pas pensent que le gouvernement ne verra rien, mais ça n'a pas été le cas. Aux États-Unis, cette fraude est un crime fédéral, mais le groupe antiterroriste s'y intéresse parce que les fichiers bancaires indiquent que cet argent a été viré sur des comptes au Moyen-Orient. Le bureau veut savoir où va l'argent, surtout s'il est expédié dans des pays que nous estimons potentiellement menaçants. En quête de pistes, Helms et Gabriel examinent les fichiers de téléphone portable de leurs suspects. À l'aide d'un analyste, ils découvrent des renseignements des plus intéressants. Regardez, c'est le numéro du centre pénitentiaire. C'est la liste des individus qui sont entrés en communication avec le commerçant et qui sont actuellement en prison? Ouais. De son portable, le vendeur de cigarettes a appelé à de nombreuses reprises des condamnés purgeant des peines de prison. Pour l'heure, l'agent spécial Helms ignore la nature de ces appels, mais ils éveillent ses soupçons. En 2000, une opération du FBI appelée Écran de fumée a visé un réseau de blanchiment d'argent à Charlotte, en Caroline du Nord. Une partie de cet argent servait à financer le Hezbollah au Liban. Mais le FBI a mis fin à ses activités lorsque le chef du réseau a été condamné à 150 ans de prison. Helms et ses collègues veulent faire de même avec le propriétaire du débit de tabac. Les preuves qu'ils ont réunies, les sommes importantes qui seraient blanchies, les gros virements vers le Moyen-Orient et les appels téléphoniques en prison, leur semblent suffisantes pour demander un mandat d'arrêt. On ne connaît pas tous les tenants et les aboutissants, mais il y a quelque chose d'illégal et on va essayer d'y mettre un terme. Avec de la chance, une fois arrêté, cet homme nous servira peut-être de source. Ou alors on découvrira à qui va cet argent et pourquoi. Mais pour obtenir ces éléments, il faut d'abord arrêter le suspect. À Chesapeake, l'agent spécial Bill Godfrey passe à l'étape suivante de son opération pour mettre la main sur Big D, le dealer de crack en cavale. Après s'être soustrait à la justice, ce dernier a repris ses activités et la police pense qu'il vend plus de drogue que jamais. Le trafic se chiffrerait en centaines de milliers de dollars. J'ai discuté avec une source qui m'a communiqué des renseignements sur lui. Par le passé, il a utilisé un hôtel de Portsmouth. Et apparemment, il vend un max.
Si Godfrey peut anticiper les mouvements de Big D, il pourra se lancer à sa poursuite en prenant un minimum de risques. Il se lève, il sort de chez lui vers midi, 1h, pas avant, et il va au complexe immobilier de Portsmouth, d'où il vend. Bill Godfrey veut arrêter Big D le matin, quand il dort encore. 2 derrière et 2 devant. On peut avoir des gars en uniforme? Pas de problème. La dernière fois qu'on a tenté de l'appréhender, Big D a résisté et tenté de s'enfuir en voiture. Il va sûrement tenter de fuir. Nous avons la chance de pouvoir planifier presque chaque arrestation, alors que les policiers doivent prendre des décisions sur le moment. Garez votre véhicule sur le côté, s'il vous plaît. Pour chaque policier, toute intervention peut mal tourner. C'est ce qu'a découvert cet agent en arrêtant une voiture pour un contrôle de routine. Lorsque le policier s'approche, le conducteur ouvre le feu. Blessé au visage, passé à tabac, l'agent réussit pourtant à rejoindre son véhicule et riposte. C'est ce type de déferlement de violence que Bill Godfrey veut éviter avec Big D, tout comme les débordements de la précédente arrestation. Malgré les risques, Bill Godfrey aime son travail. J'aime ce métier car je sais qu'il va être différent chaque jour. Je ne suis pas du genre à passer la journée assis devant un ordinateur au bureau. J'ai besoin d'un peu plus d'animation et d'adrénaline. Aller travailler en me disant qu'il va se passer quelque chose et que je vais devoir aller m'en occuper en utilisant mon savoir-faire d'enquêteur, ça me plaît. Je le vois partir au travail et revenir. Je ne me dis pas chaque jour qu'il risque de lui arriver quelque chose. Salut fiston. Salut. Ça va? Ça va, ouais. Et l'école? Bien. De temps en temps, mes enfants me demandent ce que je fais, comment se déroulait tel événement. Je pense qu'ils sont fiers que je travaille pour le FBI. Il faut t'emmener à l'école? Oui, et revenir me chercher après. Je suis fier d'être un agent spécial. En entrant dans la police, j'étais à des années-lumière de m'imaginer que je finirais au FBI. Pour moi, c'était le summum. Travailler sur des braquages, des enlèvements, des affaires de criminalité en col blanc, dans des réserves indiennes, des avions. J'ai presque du mal à croire que j'ai travaillé sur toutes ces affaires. Mais ces dernières années, la plupart de ces enquêtes tournaient autour de la drogue. Avant de se lancer aux trousses de Big D, l'agent spécial Godfrey doit régler une autre affaire. La police de Virginia Beach a fait appel à lui pour élucider un vol à main armée suivi de meurtre. Les malfaiteurs ont intentionnellement roulé sur leur victime avec cette voiture. L'homme a survécu à l'impact et a tenté de s'enfuir, mais ses agresseurs l'ont achevé de 3 balles de revolver. C'est bon. Pour dissimuler les preuves, ils ont ensuite conduit la voiture chez un carrossier. Mais la police a fini par mettre la main sur le véhicule. Et l'agent Godfrey l'examine pour y découvrir des indices. Si par chance il en trouve, il les enverra au laboratoire du FBI, un des plus performants du monde. Tous les agents reçoivent une formation pour ce genre de procédure. C'est endommagé, ce phare n'a pas été changé. Ce que vous cherchez là. Il faut réussir à retrouver ne serait-ce qu'une pièce d'origine de la voiture pour la comparer aux débris retrouvés sur les lieux du crime. Ici. Les agents décrochent le gros lot. Des morceaux du phare d'origine sont dissimulés dans le châssis. C'est quoi? C'est le verre d'origine. Du phare. Vraiment? Ouais. On va l'enlever. Bingo! On va comparer le verre prélevé dans la rue et celui-ci pour établir un lien entre ce véhicule et la scène de crime. Les deux sont très bien. Parfait. Ces éléments vont être expédiés au laboratoire du FBI et comparés aux fragments de phare trouvés sur les lieux du crime. La science médico-légale n'est qu'une des spécialités qui distinguent les agents du FBI. À l'Académie de Quantico, en Virginie,
chaque futur agent spécial suit une formation de plus de 18 semaines, considérée comme une des plus exigeantes qui soit. Des milliers de personnes postulent chaque année, mais 900 candidats seulement sont retenus. Chacun d'eux doit être titulaire d'un diplôme universitaire et satisfaire à une enquête pour se voir délivrer une habilitation de haut niveau. Stephanie Shark est un des derniers agents en date. La formation a été rigoureuse et épuisante. Elle ne laissait aucun répit. Elle prépare vraiment à la vie sur le terrain où on ne sait jamais ce qui va arriver. Elle n'est là que depuis 3 mois, mais comme tous ses collègues, elle doit déjà jongler entre plusieurs affaires, dont la traque d'un individu recherché pour traite des êtres humains. Une piste qui l'a conduit chez un armurier. A-t-il dit ce qu'il cherchait? Ou pourquoi? Ça, c'est un fusil d'assaut. Il a acheté une variante du AK-47 en semi-automatique. L'agent fraîchement émoulu sait qu'il faut parfois des mois pour boucler une affaire comme celle-ci et interroger des centaines de personnes. On doit être disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. On est payé pour. Parfois je démarre tôt, parfois je travaille tard et je n'ai presque jamais le choix. Malgré son air juvénile, son CV est impressionnant. Juriste, c'est un ancien procureur. Les gens me croient souvent plus jeune que je ne suis et j'essaie d'en profiter. Mais une fois que j'ai expliqué qui je suis et ce que je fais, ça change. Et on me traite avec beaucoup plus de respect. La puissance des 3 lettres FBI est incroyable. Au sortir de l'académie, Stephanie Shark, le requin, a été affectée à Norfolk. Ce bureau a été créé en 1941, date de l'entrée des États-Unis dans la Seconde Guerre mondiale, pour protéger le port des saboteurs et des espions. Dans les dernières années de la guerre froide, il est devenu célèbre en démantelant un des réseaux d'espionnage les plus efficaces jamais mis en place aux États-Unis. Pendant 18 ans, un officier de la marine américaine, John Walker, a vendu des secrets militaires aux soviétiques avec l'aide de son fils Michael. Sans me vanter, j'étais bon, car mon père m'a beaucoup appris. Avec un père espion, on apprend comment ça marche vraiment. Le frère de Walker participe aussi. Le mobile de la famille, l'argent tout simplement. John Walker n'a commis qu'une erreur, s'aliéner son ex-femme qu'il a dénoncée au FBI. Grâce à ce témoignage, les agents spéciaux ont suivi Walker sur une petite route de campagne au nord de Washington, où il a fait sa dernière livraison. Après s'être fait prendre en flagrant délit, il a été condamné à perpétuité. C'était une enquête pour trahison. Avec le terrorisme, c'est un des délits les plus importants traités par le FBI. La trahison est une attaque venue de l'intérieur. Les terroristes nous attaquent directement. Aujourd'hui, George Gabriel retrouve des collègues du groupe antiterroriste pour préparer l'opération chez le vendeur de cigarettes, opération à laquelle va participer Stephanie Shark. On va fouiller cette boutique et effectuer des saisies. Sous la direction de Colby Helms, le groupe règle les derniers détails de l'opération du lendemain. Muni du mandat d'arrêt fédéral, Helms est prêt. On n'est pas sûr de la provenance de l'argent. Il a communiqué avec des détenus à Détroit et à Richmond. D'après une source, il y aurait dans la boutique des lettres suspectes écrites en arabe venant des gars emprisonnés. Une fois dans la boutique, le groupe saisira tout ce qu'il trouvera. Mais il cherche surtout des renseignements sur la destination de l'argent au Moyen-Orient. On cherche des reçus de transactions, de virements, tout ce qui a trait à l'envoi de l'argent. Cet été, à la boutique, l'opération est risquée. Il y avait 3 fusils. On sait que le sujet numéro 1 a un petit revolver Glock. Le groupe prend la menace très au sérieux. À Norfolk, 34 agents spéciaux ont été tués en opération. Il peut être armé. Il faudra donc que tout le monde mette son gilet pare-balles. Assurez-vous-en. Il y a un guichet sur le côté. Une fois qu'il sera sécurisé, Colby et celui qui l'accompagnera s'occuperont de la porte d'entrée. Chris et un autre couvriront la porte de derrière. Et ensuite, tous les autres pourront entrer. 7 heures du matin, le jour de l'arrestation.
Les agents spéciaux se retrouvent sur un parking, non loin du débit de tabac. Faisons le point. Toi, Rich, Stéphanie, Marc et moi, on s'occupe de l'entrée. On boucle le périmètre. Eux s'occupent de l'arrière. Et une fois le mandat présenté, tout le monde entre. Des membres des forces de l'ordre locales et fédérales, dont le fisc américain, participent à l'opération. Personne ne sait comment le suspect va réagir. Prends ça. Ça ne devrait pas être un problème avec lui, mais il risque d'être très énervé quand on va entrer. L'effet de surprise est un facteur clé dans une arrestation. Et Colby Helms espère prendre l'homme sur le fait, en possession de dossiers compromettants, ou mieux, en pleine transaction illégale. La seule certitude, c'est que les agents doivent être prêts à tout. Car quel que soit le degré de préparation d'une arrestation, on ne sait jamais comment elle va se dérouler. Qu'elle vise un vendeur de drogue ou un blanchisseur d'argent sale. FBI, on veut vous parler. Faites le tour du comptoir. Reculez-vous. Bon, vous êtes en état d'arrestation. Nous allons fouiller la boutique et vous interroger. Première étape, découvrir et neutraliser les armes. Vous avez des armes? Non. Non? Non. Sûr? Ouais. Bien. Vous avez autre chose dans vos chaussures? Non. Bien. Je vous arrête pour fraude fiscale. Vous avez compris ce que je viens de dire? Ça veut dire quoi? On va en parler au bureau, d'accord? On va pouvoir faire tout ça si vous venez avec nous aujourd'hui. Et pendant ce temps, on va fouiller la boutique. D'accord? Les agents spéciaux saisissent aussitôt des preuves dans la boutique, dont des ordinateurs, des dossiers et des reçus. Le commerçant est particulièrement inquiet au sujet d'un dépôt en liquide qu'il allait faire et qui est déjà dans un sac de transport de fonds. C'est peut-être exactement ce que cherche Helms. Vous allez venir, on va vous menotter. Mon dépôt est prêt. On vous embarque, d'accord? Je vais le chercher. Comment? Je vais le chercher. Non, 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 vous ne touchez à rien. Vous venez avec nous immédiatement. Mettez vos mains dans le dos. Mains dans le dos. Les agents spéciaux Gabriel et Shark interrogent la caissière pour essayer d'obtenir des renseignements. Vous prépariez les dépôts? Vous ne vous occupiez pas de l'arrière-boutique? Ni des dépôts, ni des comptes? Vous encaissez à peu près combien ici? La caissière n'ayant été embauchée que quelques semaines plus tôt, elle ne sait apparemment pas grand-chose. Montez à l'arrière. Vous allez vous asseoir. On va prendre vos empreintes, votre photo, et on va vous expliquer ce qui se passe. D'accord? Le suspect avait de bonnes raisons de s'inquiéter de ce que le FBI allait trouver dans le sac de transport de fonds. Sur la table, on a trouvé 9 995 $ en liquide prêts à être déposés. Un délit passible d'une peine de 5 ans. Grâce aux ordinateurs de la boutique, le FBI réussira peut-être à déterminer l'origine et la destination de l'argent. Nos spécialistes vont analyser ces ordinateurs pour retrouver les fichiers supprimés, les sites internet qu'il a visités. Ils devraient dénicher beaucoup de renseignements utiles. L'agent spécial Cassie Chandler, la supérieure de Colby Helms, vient voir comment ces recherches se déroulent. Salut. La fouille a donné de bons résultats. Là, on a un dépôt qui était prêt à partir de 9 995 $. Il allait faire un nouveau dépôt? Oui. Génial. L'arrestation ayant livré des indices intéressants, l'enquête pourrait faire de gros progrès d'ici quelques semaines. Bonne journée. L'agent spécial Bill Godfrey est à la veille de l'arrestation de Big D. Pour préparer l'opération, il rédige les mandats avec un procureur adjoint. 124 grammes de poudre? 123,4. Ils peaufinent leur stratégie pour rédiger les chefs d'inculpation. 1 à 20 ans. 1 à 20 ans pour la cocaïne. Oui.
et 5 à 40 pour le crack. 5 à 40, d'accord. Ces chefs d'accusation pourraient envoyer Big D en prison pour 40 ans. On va prendre le crack et transmettre tous les renseignements au juge sur les autres produits. D'accord. Et s'il faut le mettre en examen? On fait 2 chefs d'accusation. Après la lecture de ces documents, un juge fédéral délivrera un mandat d'arrêt à l'encontre de Big D. Bill Godfrey aura alors les outils légaux pour placer le fuyard en garde à vue afin de le faire comparaître devant le grand jury. Surnom? Oui, Big D. Vous l'arrêterez tout seul? Non, on sera 20, ne vous inquiétez pas. Mandat d'arrêt, plainte et déclaration sous serment, tout y est. Avant de risquer la vie de ces hommes, Bill Godfrey, accompagné d'un inspecteur de la police de Chesapeake, commence la surveillance de l'appartement de Big D. J'essaie toujours de repérer le terrain, que ce soit pour une fouille ou une arrestation. Il faut avoir les lieux à l'esprit. Il y en a en haut et en bas? Il y a une double porte au milieu et c'est celle qui va à l'étage. L'informateur a confirmé que Big D sort souvent en début d'après-midi. Bill Godfrey veut donc agir le plus tôt possible. C'est juste là, au bout. Il n'y a pas de voiture. Les rideaux sont tous tirés et il n'y a pas de véhicule. L'appartement est sur 2 niveaux? Non, c'est sûrement à l'étage. Tout doit être au premier étage. C'est là qu'il va falloir foncer. On fera la surveillance par paire, avec une équipe sur le côté et une à l'arrière. Et c'est seulement ensuite qu'on passera par devant. Parfait. Le matin de l'arrestation, le collègue de Bill Godfrey, Steve Vino, passe un peu de temps avec sa famille. Sa femme Kirsten, qu'il a rencontrée avant de devenir agent spécial, a constamment sous les yeux un détail qui lui rappelle les dangers du travail de son mari. Il porte son arme tout le temps. J'ai eu du mal à m'y habituer. Quand je le prends dans mes bras, je touche ce truc métallique, ça me fait drôle. Depuis toute petite, je n'aime pas les armes. Mais ça fait partie de son travail et ça le protège. À plus tard. Bonne journée. Toi aussi. Le policier de base n'aura jamais à appuyer sur la détente, et heureusement. Même si ça ne veut pas dire que ça n'arrivera pas demain. Le FBI exige donc de ses agents qu'ils passent 4 examens de tir par an. En cas d'échec, l'arme est confisquée et l'agent est susceptible d'être relevé de ses fonctions. Le FBI a une politique très stricte de l'usage des armes, mais on peut les employer. La ligne officielle est limpide. Les agents peuvent utiliser leur arme uniquement s'ils ont de bonnes raisons de croire qu'eux-mêmes ou un tiers sont en danger de mort ou de blessures graves. Pour s'en prendre à des criminels dangereux, ils doivent être prêts à appuyer sur la détente. On espère que la persuasion suffira à convaincre un individu, mais parfois il va réagir d'une manière qui va vous obliger à tirer. On ne sait jamais comment va se comporter quelqu'un qu'on veut arrêter. S'il encourt une longue peine, il peut avoir décidé de ne pas se laisser prendre vivant. 6 heures du matin, jour de l'arrestation. Godfrey tient une dernière réunion avec son équipe au commissariat de Chesapeake. La semaine dernière, j'ai reçu un mandat d'arrêt au nom de Dante Parker. Il est sous le coup de 4 accusations pour trafic de drogue, et les inspecteurs de Chesapeake le connaissent bien. Et en plus, on sait qu'il est armé. C'est moi qui donnerai le signal pour que les gars se mettent en position. Bien. Il encourt des sanctions fédérales. Steve et moi allons le ramener ici. Avec 4 mises en examen pour drogue, il est cuit. Non loin de chez Big D, l'agent spécial Godfrey revoit l'opération avec la police locale. Je serai dans la voiture de tête, celle-ci. Il faudrait qu'au moins une, si ce n'est les 2 voitures de police me suivent et que les autres soient derrière vous. D'accord. Il est censé être avec sa petite amie et leur bébé de 6 mois. S'il n'ouvre pas, on entre en force. Compris. Il sait qu'il est fini. Je sais. Faut pas qu'on l'oublie, ça va être un grand moment. Comme tu dis. Prêt, Steve? On y va? En piste. 8 heures du matin.
le FBI et les forces de police s'approchent de la planque du fuyard. J'ai dû le faire des centaines ou des milliers de fois en 31 ans de carrière, mais je suis toujours survolté. Je me repasse mentalement tout ce qu'on doit faire et je me dis, et si? L'adrénaline coule toujours autant car chaque opération est différente. Les fenêtres de l'appartement tournées vers le nord et l'est sont rapidement couvertes. Ça doit être l'unité de surveillance de l'arrière. Même une fois en voiture, je passe les scénarios en revue en fonction de la réaction de l'individu. Pour une arrestation, on y va en force, rapidement et de manière décisive. On doit réussir, quoi qu'il arrive. FBI! FBI! Ouvrez la porte! Nous nous sommes identifiés, nous leur avons demandé d'ouvrir, et nous avons entendu des voix qui reculaient vers le fond de la maison. Ça peut devenir dangereux quand les individus refusent d'ouvrir. Ouvrez la porte! Dépêchez-vous, vite! Ils cherchent peut-être une arme. Ouvrez immédiatement, madame! Ouvrez! La situation s'éternisant, les agents utilisent un bélier. FBI, à terre! Tout le monde à terre! Le pire scénario, c'est d'entrer en force, car on est alors sur leur territoire. Ils se sont peut-être barricadés, ils ont peut-être décidé de ne pas se laisser prendre vivants, de se suicider, en nous mettant dans une situation où on va devoir les tuer. Allez, par ici! Allez! Allez! Il découvre Big D essayant de se débarrasser de sa drogue dans les toilettes. Dans sa poche, plus de 3000 $ en billets de vin, la coupure préférée des dealers. Non seulement Godfrey et Vino ont arrêté le fuyard, mais ils ont assez de preuves pour l'envoyer en prison pendant plusieurs années. Il est mal parti. Il est sous le coup de 4 mises en examen pour drogue. Ce sera sa 5e. Pendant la première comparution, le juge va lui expliquer qu'il risque vraiment gros. Il va devenir taulard professionnel. Il risque entre 15 et 30 ans. Il n'aura pas droit à la conditionnelle. S'il prend 15 ans, il purgera 15 ans. Fois, Big D n'a pas fait d'histoire. Peut-être parce que son ami et son bébé étaient là. En sortant, il nous a demandé de le laisser dire au revoir à son bébé de 10 mois. Malgré son activité, il aime son gamin. Mais il s'est mis tout seul dans cette situation. Il y a plongé sa famille et il a fallu qu'on vienne le chercher. Il ne peut s'en prendre qu'à lui-même et il le sait. Et il est désormais confronté à un choix difficile. Plaider coupable pour négocier avec le juge une peine plus légère, à Norfolk, presque toutes les affaires se terminent ainsi. Ou passer en procès. Mais c'est à ses risques et périls, car le taux de condamnation à Norfolk est de 93%. Pour l'équipe de Bill Godfrey, c'est une réussite. Pas de casse et le suspect a été arrêté. Dans l'affaire du débit de tabac, le bureau du procureur a retenu des charges fédérales contre le propriétaire et a tenté de confisquer les 30 000 $ saisis après l'arrestation. L'agent spécial Helms et le groupe antiterroriste continuent d'examiner les preuves. Souvent, on pense que l'enquête va s'orienter comme on le souhaite. Mais ça arrive rarement. Il faut continuer de travailler. Protéger les États-Unis est une tâche de longue haleine. Quiconque souhaite entrer au FBI doit comprendre que c'est un investissement total. Il faut faire ce qu'il faut pour arriver au résultat. Comme ils le font depuis un siècle, les agents spéciaux du FBI poursuivent le combat en première ligne contre les évadés, les malfaiteurs et les terroristes, tous les jours, malgré les sacrifices et les risques. Quand vous partez travailler le matin, au fond de votre tête, vous savez que vous ignorez tout ce qui vous attend. Et il est toujours possible que ce soir-là, vous ne rentriez pas chez vous. Mais ces femmes et ces hommes ont à cœur de protéger les États-Unis.